saisi d'une situation aussi de harcèlement scolaire dont était victime un jeune garçon au sein de son ancien collège. Il avait aussi été victime d'un groupe de discussion sur Snapchat créé par ses camarades de classe, et la direction de l'établissement aurait uniquement confisqué les téléphones portables des enfants sans mettre en place un lieu de discussion, d'information. Et ça, c'est vraiment dans les saisines que nous avons, ce qui nous frappe, c'est le retard de la prise en compte par les établissements scolaires qui sont un peu démunis. Je ne dis pas que c'est simple à faire. Et surtout, la conclusion, c'est qu'en général, c'est l'enfant qui est victime, qui est changé d'école, ce qui est quand même absurde. Ça devrait plutôt être les auteurs. Et puis, je voudrais citer une troisième situation, celle d'un enfant qui a fait l'objet d'une cyberagression sur un site Padlet, mise à disposition par l'un des professeurs et dans le but de créer en fait un espace pédagogique et d'échange accessible uniquement aux élèves de la classe avec un mot de passe. Et les travaux des élèves ont été remplacés par des images et propos à caractère notamment antisémite, xénophobe, à l'encontre de certains élèves identifiés dans la classe. Des plaintes ont été déposées, mais classées sans suite par le procureur de la République, au motif que le site Padlet était hébergé aux États-Unis et celui-ci avait refusé de communiquer les adresses IP des utilisateurs au service des enquêtes français. Et c'est pourquoi je plaide auprès des parlementaires pour que nous nous dotions d'instruments juridiques permettant de lutter efficacement contre la cyberagression, et y compris par des mécanismes de coopération internationale. En l'occurrence, dans cette situation, l'établissement a fait face à cette cyberagression, a organisé des séances de formation sur les dangers d'Internet et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une intervention sur le thème de la laïcité auprès des élèves, et les équipes enseignantes ont été accompagnées vers un usage plus sécurisé de ce site. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le droit à la vie privée versus la protection. Ces exemples concrets illustrent bien les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et ils posent la question de la difficile conciliation entre le droit à la vie privée des enfants et leur protection. Le respect de la vie privée des enfants est consacré dans la Convention internationale des droits de l'enfant par deux articles. L'article 8 sur le droit de l'enfant à préserver son identité, son nom, ses relations familiales, et l'article 16 sur le droit de l'enfant à la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Et pourtant, le respect de la vie privée des enfants est peu reconnu en pratique, se heurte en permanence à d'autres principes juridiques de rang divers, et notamment à la protection qui leur est due. Alors, comment protéger les enfants tout en respectant leur liberté? Quelles sont les limites qui peuvent être apportées à leur vie privée sans préjudice de leur droit à se construire en tant qu'individu? En fait, c'est l'enjeu du débat qui appelle à être résolu, et on voit bien que c'est aussi une question d'équilibre. Alors, le législateur a tenté d'apporter une première réponse avec la loi Studer du 2 mars 2022, parce que les enfants et les jeunes ont droit à la protection contre toutes les formes de violence en ligne, cyberharcèlement, manipulation, arnaque, exposition des mineurs à la pornographie en ligne, pédocriminalité. Leurs responsables légaux sont conduits à exercer un contrôle de leur écran et pratique sur les réseaux sociaux. Ainsi, la loi, en fait, elle vient aider les parents dans cette démarche de protection en obligeant les fabricants d'appareils connectés, smartphones, tablettes, consoles de jeux, à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l'appareil. Mais cette facilitation de la surveillance doit se faire dans le respect du secret aussi des échanges entre adolescents. Et c'est bien là la difficulté. D'autres situations propres à l'environnement numérique, qui seront sans doute d'ailleurs évoquées au cœur des échanges de cette journée, peuvent être concernées par la conciliation entre le devoir de protection à l'égard des enfants et puis le respect de leur liberté. Je vais en citer quelques-uns. L'exposition publique des enfants en ligne, leur droit à l'image, la protection de leur honneur, de leur réputation, leur droit à l'oubli et à l'effacement et au déréférencement. La question du consentement d'un enfant à être filmé ou photographié. Il y a des exemples de contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d'enfants ont été publiées. C'est tout le phénomène du sharing. Les enfants youtubeurs aussi, influenceurs, et la question de la commercialisation de la vie privée des enfants. La connaissance par les enfants de leurs droits, apprendre aux jeunes à gérer leurs données personnelles pour protéger leur vie privée,
le rôle des parents et des enseignants et des éducateurs dans l'éducation justement à l'usage du numérique. La responsabilité aussi des réseaux sociaux, et c'est important de le rappeler, hein. Il y a des exemples de contentieux contre différents réseaux sociaux concernant les inscriptions en ligne sans autorisation parentale. Et puis les sujets des objets connectés et l'enregistrement plus ou moins consenti des données personnelles. Comme je vous l'indiquais, ces sujets font également une attention particulière au sein de notre institution. Chaque année, vous le savez, nous publions à l'occasion du 20 novembre, la journée mondiale des enfants et du droit des enfants, un rapport sur le droit des enfants. Et le rapport à venir cette année, justement, porte sur le droit à la protection de la vie privée des mineurs, y compris en ligne. Et ce rapport vise notamment à faire émerger un certain nombre de pistes concrètes afin de contribuer au rétablissement des droits des adolescents en ligne. Et mon adjoint Éric Delemare sera là cet après-midi, qui est le défenseur des enfants, pour vous présenter la démarche et les premières grandes orientations de ce rapport. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il faut renforcer la sensibilisation des enfants et des jeunes à leurs droits dans le monde numérique. Parmi les leviers à mobiliser afin de garantir le respect des droits des adolescents, je voudrais insister sur cette question de la formation aux droits. C'est en parlant aux enfants et aux jeunes de leurs droits qu'ils auront des outils pour se défendre face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi d'ailleurs pour lutter contre les violences faites aux enfants. L'apprentissage des droits, c'est une évidence, hein, est absolument essentiel à leur effectivité pour tous et pour toutes. Cette conviction est générale et elle vaut particulièrement, à mon avis, dans le monde du numérique, et c'est pourquoi l'institution du défenseur des droits, qui a une mission de promotion des droits, a décidé d'investir ce champ en développant des ressources éducatives à mettre à la disposition de la communauté éducative pour renforcer la connaissance par les enfants et les jeunes de leurs droits en ligne. Je vais détailler rapidement quelques-unes de ces initiatives. D'abord, les outils. Monde numérique, quel droit du programme Éducadroit. Depuis 2017, l'institution du défenseur des droits propose, grâce à son programme Éducadroit, un apprentissage et une sensibilisation aux droits pour les enfants et les jeunes. Et afin de sensibiliser les enfants et les jeunes, mais également les parents, les animateurs, les éducateurs, l'institution du défenseur des droits s'est associée très tôt à la CNIL et à Adopi, à l'époque devenu l'ARCOM, ainsi qu'à un ensemble d'acteurs de la société civile pour enrichir nos outils pédagogiques intitulés Monde numérique, quel droit ? Ces outils permettent d'expliquer dans un langage simple, avec des exemples de la vie quotidienne des enfants correspondant à leur usage, les enjeux liés à la protection de la vie privée en ligne, droits et recours relatifs aux données personnelles consacrés par la RGPD, identification des sites illicites, qualification et sanctions de l'usurpation d'identité. Ils feront d'ailleurs l'objet d'une présentation plus détaillée de Nina Schmidt, qui est là dans la salle, et qui est chargée de mission éducation aux droits aux défenseurs des enfants. Elle en parlera cet après-midi. La deuxième initiative, c'est un kit pédagogique du citoyen numérique. Dans la continuité du travail que je viens d'évoquer, l'ADOPI et la CNIL ont lancé un projet commun de kit pédagogique avec un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, dont nous, l'institution du défenseur des droits, et l'ARCOM, sur le thème du numérique à destination de la communauté éducative. L'idée, c'est d'aider les enseignants, éducateurs et parents à accompagner les jeunes publics dans leur pratique du numérique et des écrans. Et ce kit rassemble les ressources éducatives avec des vidéos, tutoriels, expositions itinérantes de ces 4 autorités administratives indépendantes. Et elles s'articulent autour de 4 thématiques: droit sur Internet, protection de la vie privée en ligne, respect de la création, utilisation raisonnée et citoyenne des écrans. Dernière initiative sur laquelle je voulais insister, c'est les interventions de nos jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants, qui sont des services civiques qui ont entre 16 et 25 ans, qui s'engagent pour une année, en fait 9 mois très précisément, de septembre à juin, et qui vont dans les écoles parler aux enfants de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la discrimination. Et ce qui est frappant, c'est que la question du droit à la vie privée en lien avec Internet notamment arrive en 4e position des demandes des enfants pour avoir plus d'informations. Donc on voit bien que c'est
un souci majeur. Et je ne voudrais pas ouvrir un nouveau thème parce que je vais conclure, mais quand même faire une dernière remarque que j'ai commencé à évoquer, c'est que l'effort donné à l'amélioration de la connaissance de leurs droits par les enfants et leurs familles ne doit pas dédouaner les fournisseurs de services en ligne, en particulier ceux dédiés de leurs devoirs et de protection des enfants. C'est important de former les enfants, mais il n'y a pas que eux qui sont responsables dans cette question-là. Il y a évidemment aussi tous les fournisseurs de services en ligne. Pour conclure, je voudrais vraiment souligner que nous mettons l'ensemble de nos pouvoirs au service de la prévention et de la lutte contre les atteintes aux droits en ligne. On prête une attention particulière aux mineurs en participant à l'élaboration d'outils de formation professionnelle, en proposant des modifications de la loi ou des textes réglementaires par des avis que nous rendons au Parlement, en favorisant la connaissance de tous et toutes sur leurs droits et les voies de recours, en renforçant la connaissance de leurs droits par les plus jeunes, en soutenant les travaux de recherche comme le projet Ado-Privacy qui nous rassemble aujourd'hui. Et je sais que dans vos tables rondes cet après-midi, il y en a une qui me paraît très importante, c'est le risque de renforcement des inégalités sociales et de genre sur ces questions-là. Nous, dans les réclamations que nous avons, effectivement, nous avons plus de jeunes filles que de jeunes hommes victimes dans ces cas-là de cyberharcèlement, et les inégalités sociales dans ce domaine, on les voit fortement émerger. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée de travail.